Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment clé pour l'avenir économique et social du Maroc. Le projet de loi de finances, le PLF, pour 2026. Tout à fait. C'est la dernière, disons, feuille de route budgétaire du gouvernement actuel. Et ça arrive à un moment charnière. Le pays veut consolider son émergence économique tout en faisant face à pas mal de défis, internes comme externes. Alors, que nous disent les sources sur ce que contient vraiment ce PLF 2026? Effectivement, la note de cadrage qui prépare ce PLF, elle donne le ton. On y voit des objectifs de croissance assez affirmés, une volonté de maîtriser les déficits, mais ce qui ressort très fort, je trouve, c'est l'accent mis sur la réduction des fractures sociales et territoriales. D'accord. Notre objectif aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ensemble, à partir des infos qu'on a, les grandes ambitions, mais aussi les questions, les débats, voire les points de friction que ce projet soulève. Parfait. Alors, allons-y. Explorons ce PLF 2026 pour comprendre ce qu'il signifie concrètement pour le Maroc. On commence par les grands chiffres, les objectifs macro. Oui, si vous voulez. Alors, le gouvernement table sur une croissance économique de 4,5% en 2026. 4,5%, c'est ambitieux, non? Surtout vu le contexte. C'est très ambitieux, surtout quand on sait que la croissance marocaine, elle dépend encore beaucoup de facteurs comme la pluie, par exemple. Mais bon, ça montre une volonté de garder une dynamique positive. D'accord. Et à côté de ça? À côté de ça, il y a l'objectif de ramer le déficit budgétaire à 3% du PIB. Ça, ce serait un vrai marqueur après les 5,1% de 2022. Ah oui, 3%. Et enfin, stabiliser la dette du Trésor autour de 65,8% du PIB. On voit bien là une continuité dans l'effort d'assainissement des finances publiques qu'on a observé ces dernières années. Un effort qui semble porter ses fruits si on regarde un peu en arrière. Le déficit, il était déjà en baisse en 2023-2024, c'est ça? Oui, oui, les prévisions, notamment celles des agences de notation comme Fitch, elles indiquaient déjà une réduction progressive. On visait autour de 4,4% pour 2024, je crois. Mhm. Quant à la dette, bon, même si elle a franchi ce seuil symbolique des 1000 milliards de dirhams, l'avoir baissé en pourcentage du PIB, c'est ça le signal clé recherché. Ramener le déficit à 3%, stabiliser la dette sous 66%, ce sont vraiment des marqueurs de crédibilité budgétaire. Mais comment on compte y arriver concrètement? Au-delà de la rigueur affichée, quels sont les leviers activés? Alors, plusieurs choses sont mentionnées. D'abord, la poursuite de la réforme fiscale. L'idée, c'est d'élargir l'assiette, d'améliorer les recettes de l'État. Ensuite, une meilleure mobilisation de financements, disons, innovants. Et surtout, le fameux basculement des subventions généralisées. Ah oui, la fin de la caisse de compensation en quelque sorte. En partie, oui. L'idée, c'est de remplacer ces subventions qui coûtent très cher et qui profitent à tout le monde par des aides sociales directes bien ciblées. Ça, c'est prévu d'être achevé d'ici fin 2025. Théoriquement, ça libère des marges budgétaires importantes. D'accord. Mais attention, l'équation reste quand même complexe. Atteindre les 4,5% de croissance, ça dépendra aussi beaucoup de la conjoncture mondiale et puis de la capacité à vraiment stimuler l'investissement privé. Justement, au-delà de ces équilibres macroéconomiques, ce PLF, il s'articule autour de 4 grands axes, si j'ai bien suivi. Soutenir la croissance, renforcer la cohésion sociale, rééquilibrer les territoires et assurer la soutenabilité budgétaire. Mais il semble y avoir une priorité qui se dégage très nettement. C'est cette idée de consolider l'État social. Qu'est-ce qu'on met derrière ça précisément dans ce PLF? C'est vraiment le concept central. Dans ce PLF, l'État social, ça se traduit par un effort massif, continu, pour généraliser la protection sociale, améliorer l'accès aux services publics essentiels, surtout pour les plus vulnérables. Concrètement, ça veut dire quoi? Mais pensez à l'extension de la couverture médicale, l'AMO, au déploiement des aides sociales directes via le registre social unifié, le RSU, mais aussi les efforts dans l'éducation, le logement. L'idée de fond, c'est de répondre à cette préoccupation très forte, exprimée même au plus haut niveau, de lutter contre ce qu'on appelle le Maroc à deux vitesses, réduire les inégalités, quoi. Et pour financer tout ça, et aussi pour stimuler la croissance, le gouvernement mise gros sur les investissements publics. Les chiffres donnent un peu le vertige, non? Ah oui, Mais 160 milliards de dirhams pour Royal Air Maroc, 96 milliards pour le TGV Kenitra-Marrakech, 25 milliards pour les aéroports, c'est énorme. les montants sont considérables, c'est vrai. Ils s'inscrivent dans des stratégies à long terme, bien sûr, mais il est clair que l'organisation de la CAN 2025 et surtout de la Coupe du Monde 2030, ça agit comme un accélérateur très puissant.
Ça met la pression en quelque sorte. Exactement. Ces grands événements créent un sentiment d'urgence et, disons, justifient des investissements massifs dans les infrastructures. Transport, accueil, mais aussi l'énergie, avec des projets importants dans le gaz, l'hydrogène vert pour accompagner tout ça. Mais est-ce que ces investissements gigantesques, qui sont quand même très concentrés géographiquement pour certains, je pense aux TGV, aux aéroports modernisés, est-ce qu'ils ne risquent pas justement de renforcer ce Maroc à deux vitesses qu'on dit vouloir combattre? C'est une question qui ressort souvent des analyses, non? C'est tout le débat, effectivement. D'un côté, on nous dit que ces projets sont structurants pour tout le pays, qu'ils améliorent la connectivité, l'attractivité internationale, qu'ils créent de l'activité. C'est vrai. Mais Mais, de l'autre côté, les critiques pointent le risque que ça profite d'abord aux régions déjà les plus dynamiques, l'axe Tanger-Casablanca en gros, et que les investissements dans les infrastructures de base, les routes rurales, l'eau, la santé de proximité dans les zones plus défavorisées soient proportionnellement moins importants. c'est un arbitrage difficile. C'est un arbitrage politique fondamental, oui. Quel type de développement on privilégie et comment on assure un ruissellement réel vers les territoires moins favorisés. Les sources, elles, ne tranchent pas, mais elles posent clairement la question de cet équilibre. Et le secteur privé dans tout ça? La nouvelle charte de l'investissement est censée le booster. On voit une hausse des IDE, les investissements directs étrangers, mi-2025, un plus 28%. C'est bon signe, ça décolle enfin. C'est un signal positif, bien sûr. L'objectif de la charte, c'est justement d'orienter l'investissement privé vers les secteurs prioritaires, ceux qui créent de l'emploi durable, et vers les régions qui en ont le plus besoin grâce à des incitations. Mais est-ce que ça suffit? Eh bien, plusieurs analyses tempèrent un peu cet optimisme. Elles soulignent que l'investissement global reste encore très dépendant de la commande publique, surtout celle liée aux grands événements. Le vrai défi, le gros morceau, ça reste de faire décoller l'investissement privé productif, celui qui crée de la valeur ajoutée, des emplois pérennes, au-delà des grands chantiers ponctuels. On est encore un peu dans une phase de transition, disons. D'accord. Et en parallèle de ces investissements, on parle beaucoup de la poursuite des réformes structurelles. Qu'est-ce qu'il y a concrètement sur la table pour 2026? Alors, on retrouve la continuité de chantiers importants. La modernisation de l'administration, avec toujours cet accent sur la simplification des procédures, ça, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises et de citoyens. Et puis, la digitalisation. Et la justice aussi? Oui, la réforme de la justice avance sur plusieurs fronts. La révision de la carte judiciaire, la standardisation des tribunaux de famille, la dématérialisation, les peines alternatives, et bien sûr la réforme très attendue et très sensible du Code de la famille, la Moudawana. L'intégration de la Masir dans les services publics, c'est aussi un élément de cette modernisation. Et du côté des entreprises publiques, ça bouge aussi? On en entend souvent parler. Oui, la restructuration des entreprises et établissements publics, les EEP, ça se poursuit. L'idée, c'est de clarifier leur mission, d'améliorer leur gouvernance, leur performance, et potentiellement de diversifier leurs sources de financement pour alléger un peu la charge sur le budget de l'État. D'accord. Mais la grosse nouveauté annoncée pour 2026, c'est la réforme de la loi organique relative à la loi de finances, la fameuse LOF. Une réforme de la LOAF, ça peut paraître un peu technique, dit comme ça. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement? Pourquoi c'est important? C'est plus qu'un simple ajustement technique, en fait. Cette réforme, elle vise à rendre le budget de l'État plus cohérent avec les grandes stratégies sectorielles, les objectifs de développement à long terme. Elle prévoit aussi d'étendre son champ d'application à de grands établissements publics qui gèrent des fonds importants. Pour plus de transparence, plus de contrôle. Pas anodin. Ça envoie un signal fort aux marchés, aux bailleurs de fonds, sur l'engagement du Maroc pour la soutenabilité budgétaire à long terme. Mais ça pourrait aussi limiter les dépenses futures, non? Potentiellement, oui. Ça pourrait limiter les marges de manœuvre pour les dépenses futures, même pour des programmes populaires. C'est un pas vers une gestion plus rigoureuse, plus prévisible, c'est un signal de gouvernance fort. Intéressant. Et cette rigueur, on la retrouve aussi au niveau local. J'ai vu passer des instructions sur la rationalisation des dépenses des collectivités territoriales. Absolument. Le ministère de l'Intérieur a donné des directives assez claires pour inciter les collectivités à plus de sobriété. Limiter les dépenses de fonctionnement jugées pas essentielles. Les frais de réception, les voyages, le parc automobile. Et le but, c'est quoi? Le but est double. D'une part, dégager des marges pour investir dans les services directs aux citoyens, la propreté, le transport local, ce genre de choses. Et d'autre part, répondre à une demande croissante de transparence et de bonne gouvernance au niveau local. C'est une tentative d'aligner un peu la gestion locale sur les grands objectifs nationaux de rigueur et d'efficacité. Revenons à ce pilier central, l'État social. On a défini le concept, mais concrètement, quels sont les programmes phares mis en avant pour 2026?
Les aides sociales directes, par exemple. Oui, c'est effectivement un programme emblématique. Le système, qui est basé sur le registre social unifié, le RSU, pour bien cibler les ménages éligibles, il est en pleine montée en charge. On parlait de près de 4 millions de familles qui en bénéficiaient déjà mi-2025. Et pour 2026? 2026 devrait voir la consolidation de ce système, qui est géré par l'Agence nationale d'aide sociale, l'ANAS, surtout après ce basculement prévu fin 2025, qui doit remplacer les subventions sur certains produits par ces aides monétaires directes. C'est un vrai changement de paradigme dans la politique sociale marocaine. Autre chantier colossal. La santé. Avec la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, les chiffres de couverture sont impressionnants, vous disiez 88% de la population. Mais au-delà de l'accès financier, qu'en est-il de l'offre de soins sur le terrain? C'est le défi majeur, exactement. La couverture, c'est une chose, mais l'accès effectif à des soins de qualité, c'en est une autre. Donc, le PLF 2026 prévoit de poursuivre la mise à niveau des infrastructures. C'est-à-dire achever la rénovation des 1400 centres de santé primaire et surtout mettre en service les nouveaux CHU d'Agadir et de l'Ayoun. L'organisation aussi, elle évolue avec le déploiement progressif des groupements sanitaires territoriaux, les GST, qui sont censés mieux coordonner l'offre de soins au niveau régional. Et le numérique? Et la digitalisation est clé, oui, avec le déploiement espéré du dossier patient partagé, le DPP. Mais bon, le vrai enjeu, ça reste les ressources humaines. Atteindre l'objectif de 45 professionnels de santé pour 10 000 habitants d'ici 2030, ça va demander un effort énorme en formation, et pour rendre ces carrières attractives. On voit que l'ambition est là sur le plan social, le logement et l'éducation, ça suit la même logique, hein? Oui, on retrouve cette volonté d'agir sur plusieurs fronts. Pour le logement, le programme d'aide directe semble bien marcher, avec plus de 57 000 familles aidées mi-2025. La lutte contre les bidonvilles continue, même si l'éradication complète, ça reste un objectif lointain. Et bien sûr, la reconstruction après le séisme d'Alaouz reste une priorité absolue. Et pour l'école? Côté éducation, on mise sur le programme École pionnière pour améliorer la qualité dès le primaire et sur les écoles de la deuxième chance pour essayer de rattraper ceux qui ont décroché, avec un objectif de 35 000 bénéficiaires en 2026. La formation pro et l'enseignement supérieur sont aussi concernés, avec des réformes pour mieux coller aux besoins du marché du travail via le pacte ESRI 2030 notamment. Et pour répondre à la préoccupation très immédiate du pouvoir d'achat, qui est souvent au cœur des débats, Alors là, le gouvernement met en avant les accords issus du dialogue social. Le coût cumulé est estimé à presque 48 milliards de dirhams d'ici fin 2026. concrètement, ça donne quoi? Ça se traduit par des hausses du SMIC et du SMAG, les salaires minimums, et surtout une révision annoncée de l'impôt sur le revenu, l'IR, pour soulager un peu les salariés et les retraités. Ça, c'est une mesure qui est très attendue. Elle doit permettre de compenser un peu l'inflation et de soutenir la demande intérieure. D'accord. Et tout cet effort social, il est forcément lié à la question territoriale. On ne peut pas parler d'État social sans parler de réduire les écarts entre régions. C'est pour ça qu'une nouvelle génération de programmes de développement territorial est annoncée. L'idée, c'est de mieux cibler les zones rurales, montagneuses, enclavées, en s'appuyant sur la régionalisation avancée, en cherchant la complémentarité entre les territoires. L'accès équitable aux services publics partout, ça reste le TAP. Et dans ces zones rurales, justement, il y a un sujet qui est devenu absolument crucial, c'est l'accès à l'eau. Face au stress hydrique, que prévoit le PLF 2026? C'est une priorité absolue, reconnue comme telle. Le PLF accompagnera la poursuite du grand programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation. Concrètement pour 2026, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mise en service attendue de 2 nouveaux grands barrages. D'accord. La continuation des projets d'interconnexion entre bassins pour transférer l'eau là où elle manque, et surtout, une accélération massive du programme de dessalement d'eau de mer. Ah oui, le dessalement, on en parle beaucoup. Énormément. L'objectif de 1,7 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par an d'ici 2030, c'est extrêmement ambitieux. Mais vu l'urgence, c'est jugé nécessaire pour sécuriser l'eau potable et aussi soutenir l'agriculture. D'accord, bon, le tableau des intentions, des programmes, il est assez dense, ambitieux, on l'a vu, mais les sources qu'on a consultées, elles ne se contentent pas de relayer les annonces de gouvernement, elles pointent aussi des défis qui persistent, et des débats de fond. Le premier, c'est ce paradoxe. Une économie qui, même quand elle croît, elle peine à créer suffisamment d'emplois, le taux de chômage reste bloqué autour de 13%. Comment on explique ça? Ah, ça c'est la question à 1 million de dirhams. Plusieurs pistes sont évoquées dans les analyses. D'abord, la nature de la croissance. Est-ce qu'elle est assez riche en emplois? Certains experts suggèrent qu'il faudrait une croissance beaucoup plus forte, peut-être 7 ou 8%, pour vraiment absorber les 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Ensuite, la nature des investissements.
La part très importante de l'investissement public, notamment dans les grandes infrastructures, est-ce que c'est la plus efficace pour créer des emplois durables, comparé à un investissement privé plus diversifié? Et l'adéquation formation-emploi? Et enfin, oui, l'éternelle question de l'adéquation entre les compétences qui sortent du système éducatif et les besoins réels des entreprises. Malgré les réformes engagées, ce lien croissance-emploi, ça reste vraiment un nœud gordien pour l'économie marocaine. Autre défi majeur, gigantesque même, le secteur informel. On parle de chiffres qui vont jusqu'à 70% de l'activité économique pour certains analystes. Comment le PLF 2026 compte s'attaquer à ce mastodonte? C'est un défi immense et très complexe. L'informel, d'un côté, ça offre une soupape sociale, c'est vrai. Mais de l'autre, ça freine la productivité, ça réduit les recettes fiscales, ça limite l'extension de la protection sociale. Alors, quelle stratégie? Les sources indiquent que la stratégie repose sur une combinaison d'incitation et d'accompagnement. Faciliter l'accès à la couverture sociale pour les auto-entrepreneurs, les TPE. Simplifier drastiquement les procédures administratives, fiscales. Utiliser la digitalisation pour encourager la formalisation. Mais est-ce que ça va marcher? La clé, et ça plusieurs analyses le soulignent, c'est la confiance. Il faut convaincre les opérateurs informels qu'ils ont plus à gagner à entrer dans le formel qu'à rester en dehors. Or, des tentatives passées ont eu des résultats mitigés. Et certaines mesures fiscales récentes, comme la hausse de l'IS pour les petites entreprises, ont pu être perçues comme contradictoires. Le chemin est encore long, très long. On a déjà un peu parlé du débat sur les priorités d'investissement. TGV et stade d'un côté, route rurale et dispensaire de l'autre. C'est un point de friction récurrent, j'imagine. Oui, et c'est logique dans un contexte où les ressources ne sont pas infinies. D'un côté, on a l'argument des grands projets structurants, qui tirent l'économie vers le haut, améliorent l'image du pays. De l'autre, il y a l'urgence sociale, la nécessité de répondre aux besoins de base des populations dans les territoires défavorisés. Et le PLF 2026, il choisit quoi? Il semble vouloir faire les deux, mais la question du dosage, de l'équilibre et de l'impact réel de chaque type d'investissement sur la réduction des inégalités, elle reste posée. Les sources critiques demandent si l'équilibre actuel est le bon, surtout si on regarde l'objectif affiché de cohésion territoriale. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont évoqués comme pouvant freiner l'émergence économique du Maroc-CAF? Oui, certains analystes pointent des questions plus structurelles. Par exemple, la compétitivité coût. Le dirham s'est plutôt apprécié face à l'euro et au dollar récemment. Ça peut rendre les exportations marocaines plus chères et les importations moins coûteuses. Ça peut être un frein pour certains secteurs ou pour le tourisme. D'accord. Et autre chose? Il y a aussi la question du niveau technologique, de la capacité d'innovation de l'économie marocaine, jugée parfois insuffisante pour une véritable montée en gamme face à la concurrence internationale. Ça, c'est des défis de long terme, qui dépassent le cadre d'un seul budget annuel, bien sûr. Et pour finir, il y a ce contexte particulier de 2026. C'est la dernière année du mandat gouvernemental avant les élections. Est-ce que ça a une influence sur le PLF? Très probablement. Les analyses soulignent deux risques principaux. Le premier, c'est le report de réformes qui serait peut-être nécessaire, mais impopulaire. On pense notamment à la réforme des retraites. C'est un dossier explosif qui pourrait bien être mis sous le tapis pour ne pas fâcher l'électorat juste avant les élections. Et le deuxième risque? Le second risque, c'est celui de l'électoralisme. La tentation d'accélérer certains projets ou d'annoncer des mesures favorables juste avant le scrutin pour en tirer un bénéfice politique. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a lui-même mis en garde contre ce risque dans ses directives aux collectivités locales. Donc oui, il faudra être vigilant sur la conduite des affaires publiques pendant cette année préélectorale. Bon, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, ce PLF 2026, il trace une feuille de route qui est clairement ambitieuse pour le Maroc. On voit une volonté nette de maintenir le cap sur la croissance, la transformation économique, mais avec un projecteur vraiment puissant mis sur l'agenda social et la réduction des inégalités territoriales. Les investissements prévus sont massifs, les réformes structurelles continuent, y compris dans la gouvernance budgétaire elle-même avec cette réforme de la LOF. Exactement. Mais cette ambition, elle se confronte à des réalités qui sont tenaces. Des inégalités profondes, un chômage élevé qui résiste, un secteur informel qui reste dominant, et puis ces choix d'allocation de ressources qui font débat. Le PLF 2026 fixe des objectifs louables, c'est certain. Mais la vraie question, celle qui revient sans cesse dans les analyses, c'est celle de l'exécution, de l'impact réel.
C'est ça. Au-delà des chiffres, au-delà des plans sur le papier, comment on s'assure que cette promesse d'un Maroc plus inclusif, où la prospérité est mieux partagée, où chaque territoire trouve sa place, comment on s'assure que ça ne reste pas lettre morte? Comment on traduit l'ambition en résultats tangibles pour tous les Marocains? Une question fondamentale en effet, qui appelle un suivi rigoureux dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup pour cet éclairage très détaillé sur les enjeux de ce projet de loi de finances 2026 pour le Maroc.